présenter, notamment parce que il est souvent... on a difficulté, on voit que les enseignants ont des difficultés à appréhender ce qu'on appelle l'attaque de coup droit. Alors, on va utiliser exactement la même démarche avec les mêmes critères, en isolant pour une part les éléments relatifs à l'action et à l'intention, et essayer de mener un raisonnement équivalent. Le cas que l'on va regarder, hein, donc je rappelle ici les critères qui sont là, on les connaît, et on va voir que intervenir sur ces éléments d'action est quelque chose de très important, parce que on l'a bien vu sur le cas du service, que la position de la première qu'on a étudiée eh bien, limitait les possibilités d'action, à la fois les possibilités de direction, mais en même temps les possibilités de production de vitesse. Donc si on n'intervient pas, si on ne régule pas sur ces conditions qui limitent, eh bien l'élève ne pourra pas produire des actions qui vont lui permettre de ensuite ou en même temps de développer une intention de rupture notamment. Donc si on prend par exemple le cas de l'exécution d'une attaque de coup droit, donc qu'est-ce qu'une attaque de coup droit? C'est un coup qui vise à donner une accélération et de la vitesse à la balle, donc on est toujours autour de notre objet d'enseignement, donner de la vitesse à la balle, mais cette fois-ci c'est plus au service, mais c'est au cours du jeu. Donc on voit que la balle ici arrive et que la joueuse ici, enfin le joueur ici, va frapper la balle en attaque de coup droit. Si on reprend nos mêmes critères, les lignes, on voit que eh bien, l'élève a une ligne de pied qui est plutôt oblique par rapport à au fond de la ligne de fond de la table, ce qui est plutôt bien vu que ça va permettre de reculer. Ça permettrait de reculer, on voit bien l'épaule ici. Mais ce que l'on voit, c'est que la raquette est en avant. Et donc, ce qui est gagné par une orientation relativement bonne, qui permettrait de reculer la raquette, est perdu par le fait que la raquette est avancée. On retrouve toujours un petit peu cette tendance à vouloir conserver la raquette dans le champ visuel de façon à maîtriser ou à ajuster la rencontre entre la balle et la raquette. Le bras ici est avancé, ce qui va avoir une première grande conséquence, c'est que je ne vais pas pouvoir donner de vitesse, vu que je ne peux pas reculer la raquette. Ce qu'on voit très bien sur la photo ici. La balle ici, la raquette est orientée vers cette zone ici, donc la direction de la balle est très déterminée par cette position. On voit que ici on a bien un effet de limitation, on a une limitation à la fois dans la vitesse donnée, vu que la raquette avance, on n'a pas de phase d'élan, et on a une limitation dans les directions que l'on peut produire, parce que le plan de la raquette, enfin la surface de la raquette, est orientée sur cette zone-là. D'ailleurs, c'est ce qu'on pourra vérifier lorsqu'on regarde ici la trajectoire de la balle. On voit que la balle va rebondir ici dans cette zone-là, et que l'élève, même si elle peut produire ici une trajectoire qui peut être gênante, cette trajectoire est complètement déterminée par la manière dont elle s'organise sur le plan de la motricité ici. Et donc si on souhaite que d'autres possibles soient ouverts à partir de ce même type de balle qu'elle reçoit, eh bien il va falloir travailler sur cette raquette qu'il va falloir reculer de manière à pouvoir donner de la vitesse et aussi sur une possibilité de pouvoir orienter la trajectoire. Mais bon, ça c'est pas actuellement au centre des préoccupations, vu que l'objet d'enseignement est centré sur la vitesse. On observe que le mouvement est montant, hein, donc on est passé d'une raquette qui est un petit peu au-dessus de la table, niveau de la table, à une raquette qui va aller un petit peu plus haut. Donc ça c'est la caractéristique de l'attaque coup droit, c'est un geste qui est plutôt montant, à peu près à 45 degrés, voilà, et qui vise à produire une accélération. Si on regarde maintenant du côté de l'intention, on va voir que cette intention va être conditionnée par les conditions dans lesquelles on reçoit la balle. Alors les critères qu'on avait choisis, c'était effectivement l'intention, le signal, et là on est à un moment où on voit cette balle arrive ici, elle est relativement haute, hein. Le joueur se positionne à peu près de la même manière, et ensuite on a ce geste qui ressemble un petit peu à celui d'avant, donc on retrouve la même direction de haut en bas, de bas en haut, pardon, et avec une possibilité, mais vraiment qu'une possibilité, de produire une trajectoire qui, on verra, ne peut pas être rapide. Pourquoi elle ne peut pas être rapide? Bien, on voit bien que ici, bon, si on reprend notre, elle est bien de profil, avec une ligne d'épaule qui lui permet de prendre, qui lui permettrait, si elle reculait l'avant-bras, enfin la raquette, de prendre de l'élan, mais là on a le même problème que tout à l'heure, donc une phase d'élan qui est relativement courte, hein, ici, et un geste qui va ample, qui va finir assez haut, avec une raquette ouverte. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la balle est en temps ici assez haute, l'élève ne peut pas jouer une trajectoire rapide, surtout avec une raquette ouverte, parce que sinon la balle va sortir dehors, et donc elle va jouer une balle tranquillement de l'autre côté. Alors, quelle est la difficulté que rencontre l'élève? Eh bien, il est ce qu'on appellerait le signal, c'est-à-dire que la hauteur de la balle ne fait pas signe pour le joueur qui est ici.
le même geste, l'attaque de coup droit que l'on a vu précédemment sur la diapositive précédente, pour cet élève, on est dans des conditions similaires. Il n'y a pas de différence, donc on va jouer le même coup. Or, ici, cette hauteur de balle, elle crée des conditions différentes, elle crée des conditions pour rabattre directement la balle. Auquel cas, ce n'est plus une attaque de coup droit qu'il va falloir jouer, mais plutôt un geste descendant, donc là les conditions le permettent, de façon à pouvoir jouer ce qu'on appelle plus ou moins un smash. Mais là on voit bien que la difficulté rencontrée, c'est autour de l'identification du signal, et de savoir si cette balle est relativement basse. Le repère, c'est souvent la ligne des épaules, Si la balle est en dessous de la ligne des épaules, eh bien je vais faire une attaque de coup droit. Si la balle est à mon niveau d'épaule ou plus, l'idéal c'est ici, eh bien je vais jouer une trajectoire descendante. Donc là, ce qui est à travailler, c'est l'association entre le signal, le quand je repère le signal, et quelle est l'action qui est appropriée au regard du signal que j'ai perçu. Et ça, c'est un travail sur l'intention dans la réalisation de l'action. On ne peut pas réduire l'attaque de coup droit, le smash de coup droit, à uniquement l'action. Si on n'intègre pas l'élément qui permet de déclencher une action appropriée, et là, c'est vraiment la hauteur de balle. Alors, bien sûr, on pourrait aller un petit peu plus loin en fonction de la hauteur, en fonction de la distance au filet, mais déjà jouer sur ce signal. Ça veut dire qu'on va travailler sur l'identification de ce signal, de façon à ce que l'élève associe à ce signal une réponse. Donc ça supposera par exemple des situations où les balles sont envoyées à des hauteurs différentes, de façon à travailler sur le choix de la bonne action. Pour conclure, quelques repères pour observer et réguler. On a vu que la condition le ciblage était une condition très importante à prendre en compte. Le ciblage, ce n'est pas uniquement une affaire de didactique, de choix de contenu d'enseignement. Le ciblage, c'est pour pouvoir intervenir. Pour pouvoir. Et c'est ce qu'on voit dans l'effet du ciblage. En fait, le ciblage a 3 effets. Il oriente l'observation de l'enseignant. On a vu dans les premières diapos comment j'avais déduit les critères des caractéristiques de l'objet d'enseignement. Ensuite, il focalise l'attention de l'élève sur ce qu'il y a à faire. Cette focalisation de l'attention sera d'autant plus efficace que l'enseignant fera des retours exclusivement sur l'objet d'enseignement, sur la question de la vitesse et sur la question de l'avantage produit avec la vitesse. Il n'y a que ça qui est intéressant à ce stade de pratique. Et c'est grâce à ça que le ciblage permet une intervention efficace. Si on observe tout, on va avoir une dispersion, l'élève va avoir du mal à savoir ce qu'il y a à faire parce qu'il y aura tout à faire. On se souvient des impasses de l'EPS signalées par Alain Coston et puis Jean-Luc Ubaldi. Et surtout, si l'enseignant fait des retours sur la façon de faire de l'élève, mais qui disperse l'attention de l'élève parce qu'il ne porte pas sur ce qu'il y a à apprendre, mais sur d'autres choses, qui certes peuvent être importantes, mais elles ne sont pas importantes à ce moment-là, au regard de l'objet. Et c'est ça qui est très important. C'est ce qui fait l'efficacité de la dynamique d'une FPS. Une FPS peut être efficace qu'à la condition que l'intervention s'appuie sur ce ciblage, et que l'observation de l'enseignant et ses retours soient complètement orientés par cet objet d'enseignement. Pour cela, il faut agir sur l'intention et l'action, en réduisant l'observation sur ces 2 versants à 1 à 2, vraiment, on a vu que dans les exemples que j'ai donnés, c'est 2 ou 3 critères sur l'action, 1, 2 sur l'intention et pas plus. Et ensuite, aussi bien sur l'attaque de coup droit que sur le cas du service, j'ai essayé de démontrer que si l'on agissait de l'action vers l'intention, on cherchait grâce à des ajustements micro. On n'a pas parlé de nouveaux coups, on n'a pas parlé de transformation, notamment en termes de tactique très importante. On a fait des petits, alors c'est pour ça que j'utilise le terme ajustement, pour souligner ces petites choses qui vont permettre d'ouvrir des possibles à l'élève. Donc là, on travaille de l'action vers l'intention. C'est le cas, par exemple, quand on a vu sur la position au service, quand on a vu le recul de la raquette par rapport à la table, comment ça peut ouvrir les possibilités de donner de la vitesse et donc de pouvoir déborder mon adversaire. Et puis, on travaille aussi dans l'autre sens, de l'intention à l'action. On ouvre des intentions possibles, notamment par ce qu'on a vu au service, par un placement différent, et on va pouvoir tester l'efficacité de ces intentions. Pour terminer, une phrase que l'on utilise souvent au sein du CEDRED, pour changer les élèves, il faut éviter de changer de situation ou de les détourner de l'action. Et c'est souvent notre intervention qui les détourne si on ne prend pas en compte cette question du ciblage. Le ciblage, pas seulement comme un outil didactique permettant de construire une séance ou une leçon cohérente, mais aussi et surtout un outil qui permet une intervention ciblée et qui va permettre d'être